et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à votre émission d'inspiration et de motivation, Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un monsieur qui, avec un parcours très atypique, a réussi dans l'entrepreneuriat et qui, très jeune, a occupé des postes à responsabilité après son diplôme d'ingénieur en génie électronique. Monsieur Sangaré Siriki, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir sur votre chantier. Merci, tout le plaisir était pour moi. Je rappelle que vous êtes PCA d'Opes Holding, une société de promotion et de construction immobilière. Vous obtenez votre diplôme d'ingénieur en génie électronique en 1992. Vous sortez major de votre promotion et pas plus d'un an plus tard, vous êtes nommé directeur technico-commercial d'une société d'électricité. Effectivement, j'ai eu un parcours très rapide scolaire compte tenu du fait que j'ai eu un encadrement assez spécial par les parents. J'ai commencé à Katiula, le CP1 jusqu'au CE1 et après, par mouvement familial, je me suis retrouvé à Béoumi où j'ai effectué le CE2 jusqu'au CM2 et après l'entrée en 6e et où j'étais quand même aussi premier dans ma promotion, je me suis retrouvé au lycée de Béoumi. Le lycée de Béoumi, de 6e en 3e et après le BEPC où j'étais aussi encore major de la promotion. D'accord. Après le bac, alors, vous faites quoi? Après l'obtention évidemment d'une mention, il fallait maintenant être dans le supérieur. Ma vision, c'était d'être un ingénieur en génie électrique. Je me suis retrouvé donc dans cette filière-là, mais il fallait quand même faire des années de mathématiques supérieures à l'université d'Abidjan. Donc j'ai donc fait une maîtrise en sciences et techniques. On appelait ça 2 EAI, après 2 années de maths sup et 2 années de maîtrise. On appelait ça maîtrise des sciences et techniques, électronique, électrotechnique, automatisme et informatique. Et par la suite, donc, on allait à l'INSET parce que le président Fouboigny a dit qu'il était mieux pour lui que les jeunes soient formés ici comme en Europe. Alors, il a fait venir des professeurs de qualité. Après l'université d'Abidjan, on allait à l'INSET pour faire le diplôme d'ingénieur en génie électrique. Et donc après ces 2 années, nous avons eu à la fin des études un projet de fin d'études. Ce projet de fin d'études, évidemment, c'était d'inventer un système d'asservissement par rapport à l'électricité. Donc je me suis retrouvé dans une société de la place. Et cette société, évidemment, qui était une filiale d'un grand groupe français. J'ai été, après ma soutenance de thèse, retenu par la société automatiquement pour être directeur technico-commercial. Vous restez combien d'années dans cette société? J'ai fait 2 ans. Et après, je me suis retrouvé dans une autre structure. Oui, donc voilà. C'est ça. Entre 1994 et 1998, vous êtes directeur d'exploitation Fontaine de San Pedro dans une entreprise spécialisée dans le café et le cacao. Pourquoi ce changement de cap et en quoi consistait à cette époque votre fonction? Alors, pour moi, depuis que je suis à l'école, je me dis que l'école, c'est un parchemin. L'école, c'est apprendre une culture, mais on a tous nos valeurs intrinsèques. On a chacun un don. Donc notre capacité à réagir face à n'importe quelle situation doit être, comme on appelle, un mérite pour nous. Donc tous ceux qui nous regardent doivent se dire que qu'ils soient à l'école ou n'est pas à l'école, qu'ils aient appris les mathématiques ou les physiques, ils peuvent servir à tous les postes. Fouboigny le disait, on peut réussir à tous les postes pourvu qu'on y mette du sien. Vous voyez un peu? Voilà. Ma formation, comme c'est les asservissements linéaires, il a fallu que je place un automate programmable pour pouvoir maintenir la température du four et sécher le cacao. Et donc c'était une révolution parce que ça n'existait pas encore. Je venais d'arriver. Et mon oncle, qui était le patron de cette société, a dit dans les autres sociétés, ce ne sont que des blancs qui sont directeurs techniques. Je veux que mon neveu soit le seul noir à être le directeur d'exploitation d'une société de la place. C'était un gros risque pour lui, parce que la structure faisait quand même près de 150 000 tonnes de cacao. Eh bien, dis donc. Oui, parce qu'il faut noter qu'à cette époque, c'est vrai, vous étiez... c'était rare d'avoir un Ivoirien qui travaillait dans ce domaine assez spécifique. Pour le jeune que vous étiez fraîchement sorti de l'université, bardé de diplômes en électronique, est-ce que vous êtes dit à un moment que cette expérience est juste une parenthèse où vous veniez de découvrir une autre passion? Non, je vais faire une petite anecdote. Parce que quand j'étais
président de la promotion sortante. Ah ouais. On était allé voir le président Houphouët pour paix à son âme, pour trouver un parrain. Donc c'est moi qui présentais la chose. Il a dit que c'est vrai que nous sommes des techniciens, mais il sent que moi je serais plutôt un commerçant. Parce que j'avais déjà, le sens. Pour moi, les négoces, vendre en fait, et dans mon objectif, le cacao, j'y pensais déjà. Et donc par rapport à ça, je me suis dit, bon, il y a quand même des techniques de commercialisation de cacao. Il y a la bourse de Londres, il y a la bourse de New York. Bon, donc vous avez eu le temps d'apprendre un peu tout ça. À cette époque, vous participez à des séminaires à la Banque mondiale et des stages de formation à la Bourse de Londres. La Banque mondiale avait initié un certain nombre de séminaires, notamment à la DRAO, où il y avait beaucoup d'autres jeunes venant d'autres pays. C'était, on appelait ça la matrice d'analyse des politiques agricoles. Avant d'aller à la Bourse de Londres, j'ai donc fait quand même un petit stage de formation aussi à la Dresdner Bank en Allemagne. En Allemagne, qui est devenue maintenant Commerzbank, pour travailler sur les financements structurés. Et après tout ça, vous prenez donc goût au monde des finances et des affaires. Et en 2004, vous décidez de franchir le cap en vous mettant à votre propre compte. Alors que vous étiez super bien payé chez votre employeur. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer? Et comment se passent vos débuts en tant que chef d'entreprise? Pas la motivation pécuniaire qui était mon objectif. C'était simplement atteindre un objectif que je m'étais fixé. Pour moi, l'argent, le matériel, on a le temps d'avoir. Donc, créer des emplois, participer quand même à la construction du pays à mon niveau et faire comprendre aussi aux jeunes qu'il ne faut pas toujours tendre la main. Et qu'on a toujours la capacité de créer. Et cet esprit de créativité-là, c'est en nous. Il faut simplement la développer. Le plus difficile, quand j'étais quand même aussi dans l'entreprise, je voyais que c'était les financements. Et ces financements-là, il n'y avait pas d'accompagnement réel des banques. Donc il fallait trouver d'autres créneaux. Et pour ça, il fallait me faire des montages de dossiers. Donc je me suis spécialisé entre-temps en montage de dossiers pour permettre à certaines entreprises. Donc je faisais une sorte de cabinet conseil pour leur permettre d'avoir des financements. Donc le montage de dossiers et le suivi de manière structurée de ces financements-là. Parce que c'était une nouveauté et c'était très difficile même pour nos banques locales de comprendre. Là, vous êtes dans la peau d'un chef d'entreprise puisque vous commencez par vous installer. Mais quelles sont les difficultés que vous rencontrez un peu au départ? Quand je veux atteindre un objectif, je me dis, c'est possible. Donc la notion de difficulté, dans mon dictionnaire, ça n'existe pas. C'est bien. Alors, donc je me dis, chaque jour que Dieu fait, j'aurai des problèmes à résoudre, j'aurai des contraintes. Il faut simplement que je fonce. Et vous aurez des solutions. Évidemment. Parce que tant qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Exactement. Et donc, pour atteindre la solution, il faut persévérer. Et à force de persévérance, le rêve devient réalité. Tout à fait. C'est comme ça que je fonctionne. Après votre expérience dans l'électronique, le négoce, la recherche de financement, depuis 2012, vous vous lancez dans la promotion et la construction immobilière. D'où vous vient l'idée et quel bilan faites-vous 3 ans après? Je vous remercie. Comme je disais, j'ai toujours des petites transitions dans ce que je fais quand je passe d'un métier à un autre. En réalité, c'est des petites transitions et des continuités. Quand j'étais directeur d'exploitation et même directeur à San Pedro par rapport au café au cacao, je dis qu'il y avait des coopératives. Et ces coopératives-là, ce sont des planteurs qui se regroupent. Et au départ, ce n'était pas bien structuré, c'était des groupements à vocation coopérative. Donc, le fondement juridique n'était pas clair. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'il fallait non seulement épargner, mais il fallait aussi créer un cadre de vie. Bon, au départ, on essayait de faire des prélèvements sur le cacao qu'ils nous livraient pour leur permettre d'avoir des points de soudure. Vous voyez un peu, c'est-à-dire l'époque transitoire entre la fin de la campagne et le début de la campagne, il fallait quand même qu'ils aient un peu d'argent. Oui, pour survivre. Et c'est à cette époque-là qu'on a dit, bon, il était quand même mieux de leur permettre d'avoir des logements. Donc déjà, j'avais l'idée de faire des logements sociaux pas très chers. Donc je voyageais, je suis allé un peu en Turquie pour voir un peu comment est-ce qu'on pouvait faire. Et lorsque le président Alassane Ouattara a accédé au pouvoir, donc il en avait fait une promesse de campagne, loger tous les Ivoiriens, qu'il fallait l'accompagner dans cette action-là. C'est pour ça que nous sommes lancés dedans et on avait déjà une idée de ce qu'on voulait faire.
coucou à tous nos téléspectateurs de Leitmotiv. Pour cette semaine, nous sommes à Yopougon à la rencontre de l'association des 8 villages de Mankono. Une association qui a décidé de réunir tous les fils et filles de Mankono afin de venir en aide aux ressortissants de cette ville. Quels sont les impacts de ce type d'association auprès des populations rurales? Quelles actions mène-t-elle? Gros plan sur l'association des 8 villages de Mankono. Bonjour madame, comment allez-vous? Dites-nous, vous faites partie de l'association des 8 villages de Mankono. Expliquez-nous quoi c'est cette association et qu'est-ce que vous attendez à travers cette association? Notre association, c'est d'aider les femmes dans leurs micro-projets et puis d'aller de l'avant, faire beaucoup de choses. Nous sommes avec la présidente, elle va nous dire en quelques mots, malheureusement elle ne comprend pas bien le français, mais bon, elle va le dire à sa langue. Qu'est-ce que vous avez ressenti concernant tout ce que la présidente a dit? Président Camille Fort, il veut se calmer fort, c'est ça. Il y a association. Il veut se calmer fort. On a tourné flalo. Dobe dougla. Dobe ya. On a se calmer on dougla nous chema. On veut faire barake. On nous y a nous yambe yani. On nous veut faire le. Dobe mbale faire. Dobe banjani fele, dobe hôtel fele, 2 minutes, dobe au fele, an nous be là ya. Angashia, an ba fa aban jama, an be ta nya fa choro mina. An be bon là, an be nya choro mina, an ba le. Tu es contente? Je suis content. Je suis content de. Je suis en compagnie de monsieur Lassana Fofana. Fofana Lassana. Fofana Lassana. Dit Dobadou à Mankono. Ok. Voilà. Alors, nous sommes là pour cette association des femmes des 8 villages de Mankono. Oui. Parlez-nous de cette association. L'association des femmes des 8 villages de Mankono est une grande association sur le plan national. Nous sommes sur le plan national. Bien sûr, Abidjan est le centre, mais il y a les parents, les femmes qui sont au village et les femmes qui sont à Abidjan et un peu partout. Est-ce que les actions que vous menez ici portent vraiment à ceux de Mankono? Absolument oui. Les actions que nous menons ici portent sur les actions de Mankono. La preuve que l'événement que nous sommes en train de vivre présentement, les 2 imams, les 2 pèlerins qui sont là, sont des 8 villages. Et c'est l'association, dans toute sa composante, les hommes comme les femmes, qui mettent les fonds pour faire partie les parents au pèlerinage. C'est-à-dire que chaque année, ça arrive dans notre programme d'activité. C'est-à-dire que chaque année, au niveau des 8 villages, nous nous battons ensemble pour avoir au moins un pèlerin. Et puis il y a l'activité rurale, et puis il y a l'activité commerciale. Donc c'est ensemble. Et dans le mois de décembre, c'est un moment de grand bonheur parce que c'est le Domba. C'est-à-dire que le Domba, c'est la naissance du prophète. Donc les pèlerins qui viennent d'arriver là, et c'est pourquoi Maman Fadol, la présidente d'honneur, est là. C'est ce que nous sommes en train de préparer. Pourquoi l'avoir choisi? Parce que d'abord, le ministre Dosso, le ministre d'État, c'est le député maire de Mankono. Mais derrière un homme, il y a toujours une grande femme. Vous savez, elle est adorable, ouais, elle est gentille, elle est sympathique. Et nous pensons qu'avec sa compagnie, notre association pourra aller très loin. Et qu'est-ce que vous voulez réaliser à partir de cette association? À partir de cette association, vous savez, il y a les projets de développement. Vous voyez, actuellement à Mankono, il n'y a pas de maison. L'association peut bénéficier dans son organisation, peut-être d'avoir des fonds construits. Il y a beaucoup d'actions que nous pouvons mener. Tu vas
Je suis en compagnie de l'épouse de M. Moussa Dosso, Madame Dosso Fador. Alors, dites-nous, qu'est-ce que ça vous fait d'être la présidente de cette association des femmes des 8 villages de Mankono? C'est un grand honneur de représenter, d'être à la tête de cette association. Parce que moi, je ne suis pas native de Mankono. Je suis l'épouse de Moussa Dosso, ministre d'État, député maire de Mankono. Et j'ai été choisie pour être à la tête de cette association, cette amicale. C'est un honneur qui n'est pas donné à n'importe qui. Et il était important pour moi d'être présente aujourd'hui auprès de mes sœurs de Mankono. Et quel est le message que vous voulez leur dire qui vient du fond du cœur? Parce que tout à l'heure, on vous a vu, vous avez été tellement ému que vous n'avez même pas pu vous exprimer. Quel est ce message que vous voulez leur apporter? C'est un message d'amour. Un message d'amour et de fraternité. Mankono, c'est un petit patelin. Alors, le message que moi je peux apporter à mes sœurs de Mankono, c'est de travailler dans l'union, dans la fraternité. Et à partir de cet instant-là, je pense que quand on est unis, on peut faire beaucoup de choses. Et Mme Ouattara nous a dit qu'il faut que les femmes se mettent en association pour qu'elles puissent les aider. Le dernier passage de Mme Ouattara à Mankono a été vraiment bénéfique puisqu'elle a augmenté les fonds FAFSI. Et nous devons retourner auprès de nos sœurs de Mankono pour leur expliquer comment ça fonctionne et puis voir comment mettre ces fonds à leur disposition. Voilà, c'est tout ça qui m'a motivée à accepter. Je me suis dit, faisant partie de l'amicale des épouses de ministres, je pouvais demander à mes sœurs de l'ADEME de venir à Mankono, de nous aider à nous développer. L'année dernière, nous avons essayé d'organiser un arbre de Noël pour les enfants de Mankono. Bon, ils ont apprécié, c'était bien, mais ils disent que c'est la première fois qu'ils bénéficient d'un arbre de Noël. Donc, on a projeté pour 2015 de mieux organiser et j'espère que vous serez présente. Inch'Allah, avec votre invitation, bien évidemment. Bien sûr. D'accord. Voilà. Alors, sur ces pas, qu'est-ce que vous voulez apporter de plus à ces dames? C'est vrai qu'on a dit l'union fait la force. L'union faisant la force, il faut aussi les moyens. Voilà. Et je pense que je vais me battre pour avoir les moyens pour aider mes soeurs de Mankono, pour pouvoir mener à bien leurs différentes activités et faire ce qu'on peut pour qu'elles se prennent en charge. Tout le monde y est content. Ministre est venu, madame ministre. Tout le monde y est content. Adina oh mama nana, Adina oh mama nana, Coucou Corinne, c'est ici que s'arrête ce numéro du grand format consacré à l'association des 8 villages de Mankono. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du grand format. À la semaine prochaine. Mesdames et messieurs, de retour avec notre invité, M. Sangare Siriki, PCA d'Opes Holding, une entreprise spécialisée dans l'immobilier. Là, vous travaillez sur un chantier, une promotion immobilière de combien de logements à peu près? Alors, on travaille sur une promotion immobilière de près de 500 logements ici sur ce site. D'accord. Et il y a notre site à l'intérieur du pays à Boisseau où il y a à peu près 400 logements. Donc, on a 1000 logements à sortir pratiquement. Et tout ça, c'est des logements sociaux? C'est des logements sociaux, économiques et standing. C'est-à-dire que sur nos sites, avec... parce qu'il faut loger tous les Ivoiriens. Faut pas, oui, j'espère. Notre objectif, ce n'est pas de loger une partie des catégories d'Ivoiriens pour nous, c'est tout un ensemble. On a essayé de faire comprendre aussi que dans les promotions immobilières que nous faisons, nous devons, tout en restant dans la ligne de conduite et le conducteur que le gouvernement a tracé, loger le maximum d'Ivoiriens. Malheureusement, dans ce secteur, il y a un problème de financement. Donc, il y en a qui ont besoin de maisons, mais leur salaire ne leur permet pas d'avoir une quotité cessible normale pour avoir accès au crédit acquéreur auprès des banques. Donc, l'État essaie de les aider. Donc, c'est eux qu'on doit loger au maximum. Donc, il y a des mesures d'accompagnement, bien entendu. C'est-à-dire que les prix varient entre 5 et 10 millions pour les logements sociaux, de 10 à 15 millions pour les logements économiques. D'accord. Voilà. Mais, sur toutes nos opérations, nous avons droit à 60% de logements socio-économiques et 40% de logements standing. Donc tout le monde peut être logé.
Et donc on vous attend pour déjà faire votre souscription. On viendra, ne vous inquiétez pas. Merci. Quelles sont vos perspectives d'avenir et quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui voudraient travailler dans leur domaine de formation et qui, malgré le fort taux de chômage dans notre pays, essaient de faire comme vous? Mes perspectives d'avenir, c'est la même chose que je me suis fixé depuis le début, c'est-à-dire développer ce que je suis en train de faire, permettre à ma société d'être un jour, pourquoi pas, une société comme les grandes sociétés en Europe que vous voyez. C'est de travailler de façon assidue et de faire en sorte que nous puissions grandir et que demain nous soyons une référence, non seulement en Afrique, mais aussi dans le monde. Maintenant, concernant les jeunes qui doivent travailler dans leur domaine, il faut que chacun comprenne que l'esprit d'entreprise, aujourd'hui, c'est ce qu'il faut dans nos pays en voie de développement. Déjà, le taux de chômage n'est pas que lié aux pays africains ou en particulier en Côte d'Ivoire, c'est mondial. Mais quand nous revenons en Côte d'Ivoire, nous voyons les efforts que le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, essaie de faire. Il essaie de faire tendre le pays vers une émergence d'ici à l'an 2020, donc il y a des investissements de part et d'autre. C'est vrai, nous sommes dans un pays libéral, pas socialiste. Donc l'entreprise est la volonté du chef de l'État, c'est-à-dire qu'il va amener les jeunes à créer des entreprises. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez le CPC. Le CPC a créé près de 6 000 entreprises. Et ces entreprises-là, si vous prenez en moyenne 2 ou 3 personnes, c'est quand même des emplois qui se créent. C'est pas négligeable. Donc voilà, nous sommes sortis d'une crise très profonde. Et ça a été un souvenir très douloureux pour tout le monde. Et le gouvernement d'arrache-pied a essayé de mettre en place tout un système économique, tant macro que micro, pour permettre aux jeunes de créer leurs propres entreprises. Je pense aussi que ces jeunes, ils ont peut-être un peu peur aussi en fait d'entreprendre parce qu'ils se disent que derrière l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de charges. Il faut pouvoir assumer. Absolument. C'est ce que j'allais vous expliquer tout à l'heure. Mais en même temps, derrière cette initiative de vouloir entreprendre, il faut une volonté politique. Il faut des mesures d'accompagnement. Il faut que l'État aide ces jeunes-là aussi à s'installer. Il faut que ces jeunes comprennent ils pourront avoir accès à des financements et que les banques jouent le jeu. Il faut que l'État crée, comme on appelle, des conditions d'insertion de ces jeunes-là dans l'entreprise. Je pense que le gouvernement y travaille. J'ai le grand frère, le ministre Dosso, qui travaille beaucoup là-dessus. Et bientôt, les Ivoiriens verront des perspectives très intéressantes. Donc voilà un peu, les jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est le moment. Il faut le faire, il faut accepter de souffrir parce que c'est après la souffrance qu'on obtient, qu'on arrive à savourer ce qu'on a obtenu. De toute façon, rien n'est facile dans la vie. On ne peut pas aller au paradis sans mourir. C'est clair. Quand Martin Luther King disait que même quand on est balayeur, il faut balayer de sorte qu'on soit envié. Exactement. Donc il faut exceller dans son domaine. Exactement. Ce n'est pas parce que M. Sangaré Siriki fait du bâtiment et qu'il arrive à s'en sortir que Mme Corinne fera du bâtiment et va s'en sortir. Exactement. Moi, je suis assuré dans ce qu'on fait. Oui, il n'y a pas de saut métier de toutes les façons. Et nous devons encourager nos jeunes à sortir de la facilité. Encourageons les jeunes à trouver travailler d'abord, avoir l'esprit de gagneur. À partir de cet instant-là, le reste, ça roule. Voilà. Monsieur Sangaré Siriki, merci de nous avoir reçus. Nous vous souhaitons plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Mesdames et messieurs, quant à nous, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de Leitmotiv. Bonsoir à tous nos téléspectateurs qui nous regardent depuis Bamako et Dakar. Que Dieu nous garde.